les ennemis du Rwanda aujourd'hui dans la région, les ennemis déclarés en tout cas, c'est le pouvoir de Bujumbura, de Gitega. C'est le seul ennemi, à part les FDL, et les FDLR ne sont que des faire-valoir. Il n'existe pratiquement plus, tout le monde le sait. Ce n'est qu'au moment où le Rwanda a besoin de jouer un petit peu sur la corde du génocide et faire porter les chapeaux au Congo, faire payer les Congolais, qu'on évoque cette histoire des FDLR. Mais aujourd'hui, l'ennemi direct de Kigali, c'est Bujumbura ou Gitega. Et l'axe que Félix Tshisekedi veut créer avec Bujumbura, il le sait bien que ça va fâcher Kigali. Néanmoins, il sait qu'il peut compter sur le régime de Bujumbura ou de Gitega parce que de l'autre côté, ce sont des Hutus qui sont au pouvoir et non des Tutsis comme à Kigali ou à Kampala. Et les Bantous du Congo ont plus d'affinité avec les Hutus qu'avec les Tutsis. Ça, c'est connu depuis longtemps. Pas plus tard que ce 24 mai. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai quand l'émission est enregistrée. Vous avez suivi les événements au Nord Kivu. Dès le lendemain du retour de Félix Tshisekedi à Kinshasa, le 23 mai, le 24 mai, le mouvement du M23 a attaqué dans le secteur de Nyiragongo, à 20 km au nord de la ville de Goma. Et selon les images qui parviennent et les témoignages des populations sur place, ce sont les militaires rwandais qui ont directement participé à ces opérations militaires. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir à tous. Vous êtes sur la voix des Grands Lacs, la voix des peuples des Grands Lacs, la voix des 100 voix de la région des Grands Lacs. Nous avons un invité que vous connaissez déjà aujourd'hui, c'est M. Patrick Mboyo. Patrick Mboyo est de nationalité congolaise, français probablement aussi. Si je ne me trompe, il nous le dira tout à l'heure. Il est professeur à Paris. Patrick Mboyo, bonjour. Bonjour, cher ambassadeur Daguijim. La première question déjà, c'est de vous identifier. Vous êtes que Congolais ou vous êtes franco-congolais? Je suis Congolais dans l'âme, dans mon corps, dans mon esprit. Je respire le Congo, je vis le Congo. Et j'adore cette patrie, la France, qui m'a accepté, qui m'a accueilli. Je vis ici depuis plus d'une douzaine d'années avec ma famille. Et vraiment, je suis heureux de me sentir congolais, autant que je me sens appartenir à la nation française, parce que je travaille dans le service public français depuis plusieurs années maintenant. C'est pour moi un plaisir de pouvoir m'identifier aux deux pays, au Congo, à la France. Ce sont des pays que je porte dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Maintenant, nous n'allons pas parler que de la nationalité congolaise ou française ce soir. Je vous ai invité pour partager ensemble les impressions, la compréhension des événements qui se passent dans notre région commune, la région des Grands Lacs. Notre intérêt aujourd'hui va porter sur la visite que vient d'effectuer le président Félix-Antoine Tshisekedi de RDC au Burundi. Qu'est-ce qui est sorti de cette visite et pourquoi d'ailleurs cette visite en ce moment précis? Donc, bien entendu, nous sommes là pour répondre aux questions et apporter des éclaircissements aux personnes qui suivent l'actualité dans la région des Grands Lacs. Effectivement, Félix Tshilombo Tshisekedi a été au Burundi le week-end dernier, samedi, dimanche, et puis lundi, il est rentré. C'était dans le sens, dit-on, de consolider les relations
entre les pays de l'Afrique de l'Est. Il ne faut pas oublier que le Congo vient d'adhérer à la communauté des États économiques des États d'Afrique de l'Est. En ce sens, je pense que l'idée, c'est de se familiariser davantage, de consolider les liens qui existent déjà, mais qui doivent encore être renforcés désormais que le Congo fait partie de cette organisation sous-régionale. Et la visite s'est très bien passée. On peut dire que les autorités burundaises ont sorti le grand jeu. Ça aussi, on aura un petit peu à analyser la façon dont les choses sont passées. On retiendra que le président congolais a bénéficié d'un bain de foule à l'aéroport. Et puis, il a été reçu en grande pompe avec 21 coups de canot pour saluer sa présence, qui est assez rare pour être souligné. Un dîner de gala en son honneur et son épouse, mais aussi ces visites, ces déplacements traduisent vraiment l'idée de vouloir comprendre ce pays et surtout de se familiariser avec le président Ndayishimiye. Donc, je pense que c'est quelque chose à saluer au plan diplomatique, mais simplement, on ne comprend pas et on ne sait pas quelles sont les motivations réelles de cette visite, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de communiqué conjoint, il n'y a eu que deux discours distincts. Et les communicants apportent peu d'informations, en tout cas du côté congolais. Comme d'habitude, le pouvoir congolais est habitué à une sorte de mysticisme qui ne dit pas son nom quand il s'agit des enjeux de l'État, de la nation. Et cela pose un petit peu, soulève un petit peu quelques questions. Mais du côté du Burundi, quand j'ai suivi les médias burundais, je sens qu'ils ont eu à exprimer un petit peu leurs besoins. C'est avant tout de se sentir en sécurité et de pouvoir combattre la rébellion burundaise qui est instrumentalisée par le Rwanda à partir du sol congolais. Ils ont été clairs sur ce point. Et de la part du Congo, ils s'attendent à rien, en réalité. Moi, je n'ai pas senti dans leur discours la volonté ou la perspective d'un apport qui viendrait du Congo ou de Kinshasa vers le Burundi ou vers Bujumbura ou Gitega. Je n'ai pas senti cela. Au contraire, j'ai senti une fois de plus que le Congo a besoin du Burundi, comme il a besoin incessamment du Rwanda, comme il a besoin incessamment de l'Ouganda, comme il a besoin incessamment du Kenya. Et ça pose problème. Ça pose problème parce qu'il y a des problèmes, ou tout simplement parce que le Congo pense qu'il n'y a pas de problème de son côté, ou c'est quel est exactement le sens du fait que le Congo ait toujours besoin des autres et que les autres donnent l'impression qu'ils n'ont pas besoin du Congo, alors que c'est l'inverse dans la réalité. Mais quand on est faible, quand on est improductif, quand on est inutile, pourquoi on aurait besoin de vous? C'est tout à fait logique. Nous sommes dans un monde où il y a l'échange, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous n'apportez rien, pourquoi on aurait besoin de vous? C'est un petit peu, malheureusement, ce que Félix Tshilombo présente à chaque fois qu'il est à l'étranger. Moi, je n'ai pas vu une seule fois, depuis que le Congo a adhéré à cette communauté économique d'Afrique de l'Est, c'est que le Congo apporte en réalité. Rien si ce n'est que des problèmes. Et ces problèmes sont séculiers, je peux dire. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je rappelle que le Congo est avant tout membre de la CEAC. Les pays de la CEAC ont été impliqués au problème du Congo dès l'origine, depuis la rébellion, soi-disant, en tout cas de l'AFDL, qui est en réalité une attaque, une agression coordonnée du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Les pays de la CEAC n'ont pas pu aider, en tout cas, n'ont pas pu résoudre le problème du Congo parce que, évidemment, le problème est avant tout congolais. Là, ensuite, sous Laurent Désiré Kabila, le Congo, la RDC a adhéré à la SADC. Les pays de la SADC se sont tous mobilisés. Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, Angola, même pour parler de la RDC, à Gaborone, avant les négociations de Saint-Tite en Afrique du Sud.
En tout cas, tous ces pays se sont mobilisés pour apporter une solution à la question congolaise. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Congo fait partie de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Donc, nous avons un pays qui est au carrefour de l'Afrique. On ne peut pas traverser l'Afrique d'Est en Ouest ou du Nord au Sud sans passer par le Congo, mais qui n'apporte que des problèmes. Et ce sont les mêmes acteurs, les mêmes types de problèmes, les mêmes difficultés qu'on connaît depuis 25 ans dans ce pays. Donc, ça pose problème. On se demande à quoi servent les autorités de la RDC. Avant, c'était Joseph Kabila qui était qui concentrait en lui-même tous les mals du Congo. Maintenant, Félix Tshisekedi, qui était un sérieux pourfendeur de Joseph Kabila, et marche sur ses pas, mais n'apporte aucune solution. C'est vraiment, je dirais, pitoyable et un réel gâchis pour un pays à la dimension comme la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'il faut montrer les dents quelque part pour qu'on vous respecte? Le respect se mérite. Nous sommes dans un monde où il n'y a rien pour rien, on ne donne pas, on n'aide pas une personne à sortir d'une situation. On accompagne une personne à sortir de la situation. L'aide n'existe pas en réalité, surtout pas dans les relations entre nations. C'est ça le problème du Congo où on veut faire croire que, en tout cas le pouvoir veut faire croire, surtout à la population, que la solution vient de l'étranger. Comment voulez-vous qu'il y a quelques jours, le chef d'état-major terrestre de l'armée ougandaise, le fils de Yoweri Museveni, annonce le départ prochain des troupes ougandaises du Congo. Et c'est le ministre congolais de l'information qui dit que non, ça doit être décidé par les présidents et que ça ne se fera pas de cette manière unilatérale. On se demande qui vient aider qui. Est-ce que c'est le Congo a un semblant d'honneur? Parce que si une personne vient vous aider à éteindre le feu chez vous, vous n'allez pas croiser les bras. Vous allez activer pour pouvoir éteindre le feu avec cette personne. Si cette personne vous dit, bon, moi j'ai fini ce que j'avais à faire, je rentre chez moi à m'occuper aussi de mes obligations, répondre à mes obligations, vous lui dites non, restez avec moi, j'ai encore besoin de vous. Mais attendez, on ne va pas éteindre un feu qui s'allume et qui brûle depuis 25 ans en étant toujours là à votre chevet. À un moment donné, vous devez trouver une solution par vous-même. Et c'est ce qui manque en réalité. C'est les défauts de leadership du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de leadership, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune perspective de parvenir à une solution. Et quand les forces armées congolaises se battent pour arriver à trouver des solutions sur le terrain, on leur fait comprendre que ce n'est pas à eux de décider de ce qui doit être fait au plan stratégique et qui sont là que pour obéir aux ordres des personnes qui ne comprennent pas en réalité la situation sur le terrain, mais qui veulent appliquer une politique qui est boutiquée en réalité depuis les officines politiques de Kinshasa pour plaire aux intérêts de ceux qui sont à Kinshasa. Alors que les forces armées de la RDC sont confrontées aux difficultés quotidiennes de la population, sentent et souffrent avec la population de ce qui se passe sur le terrain, mais on ne veut pas les écouter. Revenons au Burundi. J'ai l'impression que vous êtes, Patrick Mboyo, un peu sévère quand même parce qu'ils se sont dit des choses. Bien sûr, il y a un pan de leur discussion auquel nous n'avons pas eu accès en fait, parce qu'ils ont passé 3 heures ensemble, les deux chefs d'État, puis rien n'est sorti de ces 3 heures. Rien ne nous a été communiqué en tout cas. Mais à côté, il y avait des ministres, il y avait des techniciens qui parlaient transport, qui parlaient coopération industrielle ou commerciale, hein, notamment sur le lac Tanganyika. Il y a plein de projets qui vont être développés entre les deux pays, mais aussi dans le cadre de la zone, avec la Tanzanie, avec les autres. Et puis, il y a eu des mots tout de même inhabituels de la part du président congolais et du président d'Achimie aussi, hein, tel que vous êtes un partenaire fiable, vous êtes un frère, les malheurs de la RDC sont nos malheurs, le bonheur de... Moi, je pense que le langage a été complètement différent de ce qu'on entend généralement dans la région. Hein. Vous l'avez senti comme ça aussi ou c'était juste du bluff politique, diplomatique? D'abord, moi, je conçois ce silence ou ce mutisme des deux
autorités de deux façons. Premièrement, je pense que cette visite au plan symbolique, c'était pour récompenser ou remercier Félix Tshisekedi pour avoir permis le fait de permettre aux forces armées burundaises, et tout le monde le sait, hein, d'intervenir sur le sol congolais depuis pratiquement 6 mois pour combattre des mouvements rebelles burundais instrumentalisés par le Rwanda pour un petit peu embêter le pouvoir de Gitega, et notamment la rébellion de Red Tabara au sud Kivu. Je pense que c'est dans ce sens-là que Félix Tshisekedi a été accueilli avec faste. Sinon, je ne vois pas pourquoi ça serait fait s'il n'y avait pas une raison particulière de récompenser. Comme je le disais tout à l'heure, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que les intérêts. Quelque chose a dû être fait par la partie congolaise. Au plan sécuritaire, je ne vois que cet aspect-là, le combat contre la permission pour les troupes burundaises d'intervenir sur le territoire congolais afin de poursuivre les rebelles de Red Tabara. Et d'autre part, au plan sécuritaire aussi, le mutisme de leurs échanges se situe dans un jeu qui est tout à fait très risqué pour Félix Tshisekedi et le pouvoir de son gouvernement. En réalité, on sait qu'entre le Burundi et le Rwanda, le courant ne passe pas. Et ça, c'est depuis le pouvoir, depuis que le président décédé était encore en fonction, le président Nkurunziza, le courant avec le Rwanda ne passe pas. Il y a même eu une tentative de coup d'État orchestrée par le Rwanda contre Nkurunziza et même comment je peux dire, des affrontements à la frontière entre les deux armées. La frontière entre les deux pays est pratiquement fermée. Officiellement, il n'y a pas d'échange en réalité. Or, Félix Tshisekedi s'est évertué les 2 premières années de son mandat à afficher une amitié insolente avec Paul Kagame. Paul Kagame, le même qui était aussi en froid avec le président de l'Ouganda, et avec qui il a pu trouver un terrain d'entente. Voilà, Yoweri Museveni et Paul Kagame, maintenant, s'entendent bien. Ils ont levé les équivoques, ils ont résolu leurs problèmes. Et justement, au moment où il y a eu cette réconciliation entre Museveni et Kagame, consolidée ou consacrée par la visite du fils de Museveni à Kigali, et qui a dit que je viens voir mon oncle Kagame, quelque temps après, des officiers rwandais, notamment le chef d'état-major rwandais, a écrit quelque chose en disant « Maintenant que nous nous sommes à nouveau ralliés à l'Ouganda, nous allons nous occuper de nos ennemis. » J'espère que vous avez vu ce tweet qui avait circulé dans les milieux rwandais, notamment ici en Europe, en France. Et moi, j'avais compris le message. De cette façon, les ennemis du Rwanda aujourd'hui dans la région, les ennemis déclarés en tout cas, c'est le pouvoir de Bujumbura, de Gitega. C'est les seuls ennemis, à part les FDL, et les FDLR ne sont que des faire-valoir. Ils n'existent pratiquement plus, tout le monde le sait. Ce n'est qu'au moment où le Rwanda a besoin de jouer un petit peu sur la corde du génocide et faire porter les chapeaux au Congo, faire payer les Congolais, qu'on évoque cette histoire des FDLR. Mais aujourd'hui, l'ennemi direct de Kigali, c'est Bujumbura ou Gitega. Et l'axe que Félix Tshisekedi veut créer avec Bujumbura, il le sait bien que ça va fâcher Kigali. Il le sait bien. Néanmoins, il sait qu'il peut compter sur le régime de Bujumbura ou de Gitega, parce que de l'autre côté, ce sont des Hutus qui sont au pouvoir, et non des Tutsis, comme à Kigali ou à Kampala. Et les Bantous du Congo ont plus d'affinité avec les Hutus qu'avec les Tutsis, ça c'est connu depuis longtemps. C'est ça maintenant le danger, c'est ça le risque.
Et ce mutisme, pour moi, je pense que c'est à ce niveau-là, surtout au moment où l'armée ougandaise vient d'annoncer, en tout cas par la bouche du fils de, de Museveni, qu'elle va quitter le Congo prochainement, à la fin de ce mois. Tshisekedi se voit un petit peu à la merci des assauts de Kigali qui peuvent intervenir à tout moment. Pas plus tard que ce 24 mai. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai quand l'émission est enregistrée. Vous avez suivi les événements au Nord Kivu. Dès le lendemain du retour de Félix Tshisekedi à Kinshasa, le 23 mai, le 24 mai, le mouvement du M23 a attaqué dans le secteur de Niragongo, à 20 km au nord de la ville de Goma. Et selon les images qui parviennent et les témoignages des populations sur place, ce sont les militaires rwandais qui ont directement participé à ces opérations militaires. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai, les événements se sont passés le 24 mai dans la matinée, plus de 24 heures après le gouvernement congolais Motus Bouchkouzou. On ne dit rien. Parce qu'on ne veut pas fâcher Kigali, on ne veut pas fâcher le maître Paul Kagame et on ne veut pas se mettre en difficulté. Or, en cherchant à tout prix à amadouer, je l'ai déjà dit la dernière fois qu'on avait eu à échanger, en cherchant à amadouer à tout prix Yoweri Museveni, Paul Kagame et maintenant le président burundais Ndayishimiye, nous avons eu encore une interruption, je ne sais pas ce qui se passe. Désolé, moi non plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, ça se remet. J'ai dû à chaque fois redémarrer, en fait. Bon, je vais découper tout ça. Vous parlez d'un sujet très intéressant. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, en cherchant à amadouer à tout prix Yoweri Museveni d'une part, Paul Kagame mis au centre et le président Ndayishimiye et Évariste d'autre part, c'est un ménage à quatre qui ne risquera pas de marcher. Dans tous les cas, ça ne marchera pas. Et il y aura un perdant dans cette affaire, ce sera le Congo. L'obsession, je peux dire, de Félix Tshilombo à vouloir à tout prix présenter un bilan sécuritaire à la fin de son mandat, qu'il sait pertinemment qu'il n'aura pas, devient maladive. C'est ça le problème. Il cherche à tout prix à présenter un bilan sécuritaire qu'il n'aura pas. L'état d'urgence mis en place depuis maintenant plus de 6 mois est un échec patent. On n'arrive même pas à présenter les conclusions directement et il a convoqué une sorte de sommet ou conclave pour faire le bilan de l'état d'urgence. On n'a pas besoin de faire un bilan de l'état d'urgence. Lorsque l'état d'urgence a été lancé, il n'y a pas eu d'études préalables. Pourquoi on doit établir un bilan ou faire une évaluation? À quelle fin? Le fait est qu'il y a plus de morts sous le régime de l'état d'urgence que lorsque l'état d'urgence n'était pas encore établi dans la région, dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Et c'est toujours dans cette partie-là qu'il y a des problèmes. L'élection présidentielle arrive à grands pas. Nous sommes à 18 mois pratiquement. Au plan social, rien n'a été fait pour la population. Au plan économique, un échec cuisant. Et au plan sécuritaire, on s'acharne à trouver une solution qui n'arrive pas. Donc, c'est un danger dans lequel, en tout cas, un schéma dangereux dans lequel s'est engagé Félix Tshilombo et qui risque de coûter cher au Congo quand les accords qu'il est en train de passer ne pourront pas être honorés. Nous savons le premier à avoir passé ces accords et ne pas les avoir honorés, c'était Laurent Désiré Kabila. Je l'ai déjà dit ici sur votre antenne, ce que je pensais de lui. Et maintenant, Félix Tshisekedi se lance sur la même voie. Si ça marche, tant mieux. Mais je ne vois pas raisonnablement de quelle façon on pourrait parvenir à une solution à ce problème en suivant la démarche que le gouvernement et le pouvoir de Kinshasa est en train de suivre. Est-ce qu'une solution militaire est possible pour garantir la paix en RDC?
Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la déclaration qu'avait faite un ancien Premier ministre congolais qui disait que la seule solution, c'était que le Congo fasse la guerre au Rwanda et éventuellement qu'il l'occupe? Oui, Adolphe Mouzito a raison. Je pense qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire qu'Adolphe Mouzito avait raison de le dire. Parce que au plan diplomatique, les choses ne peuvent pas avancer puisque nous avons des dizaines de résolutions prises au plan international par l'Union africaine, par la CEPGL, par la CEAC, par la SADC, par maintenant la Communauté économique d'Afrique de l'Est, par les Nations unies, au Conseil de sécurité à l'Assemblée générale, par plein d'organismes de coopération internationale sur la situation au Congo depuis 25 ans. Citez-moi un seul pays où on n'a pas été pour chercher une solution pour le problème du Congo. Quel est ce pays où les Congolais n'ont pas été? Quel est ce chef d'État ou ce grand homme politique influent dans le monde qu'on n'a pas vu? Même le pape Jean-Paul II a été impliqué à la solution du Congo congolaise. Le pape François a été impliqué pour que les élections de 2018 soient organisées. Mais on va continuer dans ce schéma jusqu'à quand? La voie diplomatique est un échec et sans issue. D'autant plus qu'on est en guerre officiellement contre quel pays? Le Congo n'est pas officiellement en guerre. Il y a un état d'urgence, mais on ne dit pas cet état d'urgence, c'est contre quelle nation? Puisque les rebelles qu'on semble combattre ne trouvent pas, n'achètent pas les armes ex nihilo. Il n'existe pas un marché d'armes qui existe dans le monde, un marché ouvert où tout le monde peut aller se procurer des armes. Les armes sont vendues entre États. C'est ça la règle en réalité. Si ces rebelles, depuis 25 ans, arrivent à se procurer des armes, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont derrière, qui leur fournissent ces armes et ces munitions. Mais le Congo n'est pas en guerre officiellement. Depuis que Laurent Désiré Kabila est décédé, en 2001, le Congo n'est plus en guerre. Lui, au moins, il avait déclaré officiellement la guerre contre le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que le Burundi. Mais quand Joseph Kabila est arrivé, il a annulé cela, abrogé les ordonnances, et le Congo n'est plus en guerre depuis 2001, je peux dire. Mais depuis 21 ans, ce pays qui n'est pas officiellement en guerre connaît des tueries, connaît des massacres, connaît des exécutions sommaires, mais de manière incroyable. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui connaît autant de massacres, autant de tueries que la République démocratique du Congo. Mais ce pays n'est pas en guerre officiellement. Vous voulez dire que dans les faits, la RDC est en guerre, mais qu'en fait, il y a la guerre partout. Dans les faits, il y a la guerre à l'est du Congo tous les jours. C'est évident. C'est évident qu'il y a une guerre au Congo. Mais quand les dirigeants eux-mêmes refusent d'employer ce terme de guerre, comment voulez-vous qu'on puisse engager une démarche diplomatique efficiente? Nous avons des diplomates chevronnés. Combien de fois j'ai rencontré à Paris, chez Okitundu ou encore Raymond Chibanda, pour ne citer que ceux-là. Par où est-ce qu'ils ne sont pas passés? Kika Bin Karoubi, combien de voyages n'a-t-il pas fait? Mais on sait bien qu'eux-mêmes savent pertinemment qu'eux-mêmes, en tant que ministre des Affaires étrangères ou encore en tant que diplomates, savaient que leur action n'avait aucune finalité en réalité parce que leur patron était derrière ces affaires. Donc, au plan diplomatique, moi, je ne vois pas d'issue. La seule issue qui reste, c'est l'issue militaire, c'est la solution militaire. La solution militaire nécessite de déclarer un état de guerre. Même si on ne va pas déclarer la guerre contre un pays X, puisqu'on ne disposerait pas d'éléments probants ou des éléments factuels, mais je pense que le fait de retrouver sur le territoire congolais des munitions, des tenues militaires et des éléments identifiant l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, on ne peut pas la citer parce qu'elle a été invitée officiellement au Congo pour venir réparer les bêtises qu'elle avait commises déjà en 1998. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand on retrouve ces éléments-là sur le territoire congolais, alors que l'armée rwandaise n'est pas officiellement invitée,
Mais on peut savoir qu'il s'agit un casus belli au sens strict du terme, un cas de guerre, en réalité. Même si la finalité ne serait pas de faire la guerre au Rwanda, mais il faut déclarer un état de guerre contre les mouvements armés. Et ainsi, progressivement, si on arrive à combattre ces mouvements armés clairement, nettement, les forces qui sont derrière, les pays qui sont cachés derrière ces mouvements insurrectionnels ou ces mouvements rebelles, entre guillemets, vont finir par se dévoiler. C'est ça la réalité. Puisque si le Rwanda constate aujourd'hui que le M23 est incapable de réaliser le travail de déstabilisation qu'il a toujours initié au Congo, à un moment donné, Kagame va décider lui-même d'envoyer ses troupes puisqu'il a déjà fait une fois. Alors, dans ces cas, la confrontation sera directe. C'est ça, en tout cas, c'est mon humble avis et je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à penser cela. Pas déclarer la guerre ouvertement au Rwanda parce qu'on n'a pas, pour le moment, en tout cas, moi, on ne m'a pas présenté des éléments probants pour dire qu'on doit faire la guerre au Rwanda, mais en étant en état de guerre, nous finirons par trouver des éléments qui vont nous présenter des situations, des éléments capables d'aller présenter notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire voilà ce que nous avons trouvé sur notre territoire et nous sommes en droit, selon ce que prévoit la Charte des Nations Unies, de déclarer la guerre à ce pays par rapport aux éléments que nous avons trouvés. En d'autres mots, vous êtes de ceux qui pensent que le Congo devrait faire la paix avec l'Ouganda au nord, la paix avec le Burundi au sud Kivu, et puis observer le Rwanda face à face pour conclure que finalement le Rwanda agresse le Congo et passer aux actes. En réalité, c'est ça. De manière classique, ce serait comme ça. Mais il ne faut pas oublier que le Rwanda aujourd'hui s'est rallié avec l'Ouganda. Et ce n'est pas par hasard, comme je le disais tout à l'heure, que le fils de Yoweri Museveni annonce le départ de l'armée ougandaise de manière un petit peu inattendue, semble-t-il, pour le pouvoir congolais. Donc, c'est pour cela que je parlais d'un jeu malsain, d'un jeu dangereux auquel joue Félix Tshilombo et qui risque de coûter la vie à beaucoup de Congolais. Par ailleurs, concernant l'armée, on a longtemps minimisé les forces armées congolaises. Mais avec le temps, je comprends que cette armée a au moins un avantage, c'est d'être aguerrie. Quand on a eu à passer 21 ans comme ça, dans des conflits, en tout cas, on doit avoir une armée aguerrie. Et les succès que rencontrent les forces armées congolaises, ça relève maintenant de l'expérience. Beaucoup plus de l'expérience que des moyens que leur donne le gouvernement congolais. Ils connaissent les tactiques, ils connaissent le terrain, ils connaissent les méthodes, ils connaissent un petit peu comment faire barrage et ils savent s'attirer maintenant la sympathie de la population. Il y a une forte sympathie, un fort taux de sympathie de l'armée des FRDC parmi la population congolaise que ce qu'on pouvait observer sous Joseph Kabila il y a 3, 4, 5 ans. Il y a une forte sympathie. Donc, les militaires congolais ont pu travailler leur côté humain et se sont évertués à nouer des liens avec les populations autochtones, avec les civils, qui leur permet à eux-mêmes aussi de pouvoir être à l'abri, parce que parfois ils étaient sacrifiés. On se souvient de la façon dont Joseph Kabila avait sacrifié des centaines de milliers de militaires à Pointo. Dans le Katanga, combien de fois les forces armées congolaises ont été jetées en pâture, ils allaient comme ça sans savoir ce qui les attendait et les militaires sont morts comme ça. Et au Congo, quand un militaire meurt, la solde n'est pas versée dans sa famille, c'est terminé, il s'en va. Voilà pourquoi l'armée a aussi des difficultés pour recruter. Donc, si on travaille vraiment la question militaire, avec la sympathie que les Congolais ont aujourd'hui de leur armée, avec la compréhension des enjeux qu'on a aujourd'hui, de la situation, je pense que nous pouvons arriver à trouver une solution. Mais le grand problème reste au niveau du leadership. Les autorités congolaises ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo en réalité, ils travaillent pour leur propre intérêt. L'intérêt de Félix Tshisekedi, c'est de présenter un bilan sécuritaire à tout prix. Or, il n'est pas en liaison, en diapason en tout cas, avec les militaires qui sont au front, qui eux, ont un agenda différent de l'agenda politique que lui souhaite présenter. Quel est le problème? Patrick Mboyo, je vous remercie. Donc, en fait, vous alignez quelques priorités qu'on commence à bien percevoir. Si vous étiez le conseil du président Tshisekedi,
quelle priorité mettriez-vous en avant? La défense, c'est-à-dire l'armée, la diplomatie proactive, ou quelles sont les trois priorités que vous pourriez suggérer au président Tshisekedi de mettre en avant et d'agir pour ramener la paix en RDC sur l'ensemble du territoire, surtout à l'est du Congo? Je ne sais pas si un jour je pourrais être son conseiller, mais si je pourrais dire quelque chose dont il pourrait se servir ou dupliquer, comme il aime bien le dire, je précise que dupliquer, la duplication, ça traduit une faiblesse d'esprit, hein, parce que ça veut dire qu'on récopie à l'identique. C'est-à-dire, si demain je vais faire des émissions, je prends juste votre logo, tout, voilà. Alors qu'on peut s'inspirer de quelque chose sans forcément dupliquer, ce qui relève du plagiat, en quelque sorte, en réalité. Si on veut bien reprendre mes idées, les dupliquer au président de la République, je dirais, premièrement, il faut cesser d'attiser le feu à l'intérieur, à l'interne. Les prises de position du président et de ses proches, surtout sur la question tribale, sont dangereuses. Il y a une poudrière qui est maintenant au Congo et le feu peut s'allumer à n'importe quel moment. Et c'est attisé beaucoup plus par lui-même, dès ses premiers jours de fonction, qui a commencé à accuser certains Congolais d'avoir tué ses frères. Je cite bien ses propos, Luba. C'est dangereux. Il doit d'abord arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, avec la sympathie que nous avons de l'armée congolaise, les Congolais ont parfois du mal à donner de leur sang ou de leur sueur parce qu'ils se disent derrière, c'est Tshisekedi, Tshilombo et ses frères Luba qui vont récolter les lauriers. Et ça, c'est dangereux. Le tribalisme, ce n'est pas dans la bouche de ceux qu'on accuse, mais surtout dans la bouche de ceux qui accusent les autres d'être tribaux. Parce qu'on ne peut pas être tribaliste contre seulement une tribu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, à moins qu'on soit dans une démarche de victimisation, comme le font nos frères Tutsi du Rwanda, et ça, c'est dangereux. Premièrement, je pense que c'est ça. Deuxièmement, c'est de capitaliser cette sympathie que les gens ont de l'armée congolaise. Et de travailler sur l'expérience. Je vais le dire tout à l'heure, nous avons une armée aguerrie. Elle est peut-être faible militairement au plan matériel, je peux dire, mais c'est une armée dont les hommes sont aguerris aujourd'hui et prêts à faire face à n'importe quelle situation, à n'importe quel danger. Les spécialistes le disent, les observateurs le disent, 25 ans à faire la guerre, 25 ans à entendre les coups de feu, 25 ans à travailler sur l'armement, c'est pas facile. Regardez comment les Ukrainiens sont en train de s'essouffler, hein, au bout de 3 mois de guerre. Au bout de 3 mois de guerre, ils sont en train de s'essouffler de manière incroyable face au rouleau compresseur russe. Mais nous, maintenant, nous sommes face à des forces qui sont inférieures. Statistiquement, les forces armées qui combattent au Congo ont des capacités réduites par rapport à l'armée congolaise. Mais on a 25 ans d'expérience derrière. On ne peut pas dire que tous les officiers, tous les militaires congolais ont été tués ces dernières années. Il y en a d'autres qui sont là depuis le régime de Mobutu et qui sont toujours là, militaires des forces armées zaïroises, forces armées congolaises et des forces armées de la RDC. Travaillons sur ces capitales, travaillons sur le côté aguerri de nos militaires. Je pense que c'est aussi un avantage. Troisième élément, savoir que quand les armes parlent, la diplomatie se tait. On ne peut pas mettre la diplomatie et l'armée sur un même pied. Il faut savoir prioriser les choses. Soit on choisit la diplomatie et les militaires vont rester là, à ces terres, à entendre ce que les diplomates vont ramener comme solution, soit on choisit l'option militaire. Mais on ne fait pas parler les deux en même temps. Et si les deux parlent en même temps, en tout cas, il y a la voix de l'une qui s'entend plus. Dans des conflits, il arrive aussi que les diplomates fassent leur travail, mais on les entend moins que les militaires. Mais quand les militaires aussi sont arrivés au bout de leur mission, ils commencent à se taire, en tout cas faire taire leurs armes, et les diplomates prennent le relais. On ne peut pas user des deux instruments de manière similaire, ce que je voulais dire, de manière équitable, de manière égalitaire, en même temps.
ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part dans le monde. C'est de la confusion totale. Donc voilà, si je peux faire ces 3 propositions à qui voudrait bien l'attendre et qui voudrait bien s'en servir. Alors, un dernier point avant la conclusion de notre échange. Est-ce que vous ne craignez pas que les populations qui subissent au quotidien ces guerres, qui subissent des agressions extérieures et qui sont incapables de se défendre et qui ne sont pas bien défendues par l'armée congolaise, ou en tout cas une armée qui n'a pas assez de moyens, vous ne pensez pas que finalement, à l'est de la RDC, on est affaire à une centaine de rébellions, une rébellion par tribu pour se défendre, pour défendre sa sécurité. Vous n'avez pas, cette idée ne vous a jamais effleuré? Les Maï-Maï, on l'en fait. Hein. Si vous voulez parler des forces d'autodéfense, les Maï-Maï, en réalité, ce sont des forces d'autodéfense parce qu'à partir du moment où on n'arrive plus à faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité, eh bien, on prend les armes. Je reprends encore l'exemple de l'Ukraine. La mobilisation générale a été prononcée parce qu'à partir du moment où le danger, le péril devient si important qu'on ne peut plus avoir des hommes qui observent et d'autres qui se battent, tous les hommes doivent être mobilisés. Et c'est aussi ça un petit peu l'erreur depuis le départ. Bon, quelque part, ça avait un intérêt aussi de ne pas transformer le Congo en une poudrière, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire les choses pas à moitié, en tout cas. Il ne faut pas faire les choses à moitié. C'est pour ça que je parle de déclaration de guerre. Quand il y a déclaration de guerre, même si ce n'est pas sur le territoire en général ou sur une partie, on déclare la mobilisation générale en même temps. C'est ça en réalité ce que je reproche au pouvoir de Tshilombo, c'est qu'on veut faire plusieurs choses, on veut inventer la roue, on ne va pas inventer la roue. L'État moderne existe avant même que le Congo ne soit un État. Et les règles qui régissent le fonctionnement d'un État, l'État moderne, sont connues depuis la nuit des temps. Quand vous avez un danger comme celui-là, déclarez l'état de guerre, faites la mobilisation générale, ainsi on pourra résoudre le problème, une bonne fois pour toutes. Le problème, c'est qu'on n'a jamais déclaré la mobilisation générale, même par Laurent Désiré Kabila, il n'a pas déclaré la mobilisation générale. Parce qu'au Congo, dans l'histoire du Congo, je ne sais pas si on a déclaré la mobilisation générale une fois, mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Il n'y a jamais eu de déclaration de mobilisation générale parce que c'était une affaire un petit peu entre personnes dès le départ. Un conflit interpersonnel. Laurent Désiré Kabila contre Kagame qui a fait de lui ce qu'il était, il s'est retourné contre lui, Kagame voulait lui régler son compte et Museveni aussi derrière. C'était un conflit qui impliquait des personnes. Mais quand c'est un conflit d'État, en réalité, on ne fait pas les choses à moitié. Et au niveau, vu les proportions des tueries ou des morts qu'il y a eu au Congo, je ne pense pas que le conflit doit rester au niveau des personnes. Il faut qu'on dépasse cela. Il faut qu'on arrive à dépasser cela et savoir résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Parce qu'en voulant tâtonner, en voulant aller à tâtons ou bien à reculons, en voulant essayer de résoudre le problème par bout, ce sont des pertes en vie humaine qui continuent. C'est ça en réalité. Parce que si on s'est dit et on ne déclare pas la mobilisation générale ou on ne veut pas prendre nos jeunes et les envoyer au front, vous ne voulez pas perdre les jeunes en les envoyant au front, mais vous allez continuer pendant des années à perdre vos femmes et vos enfants. Cela est tout à fait vrai. Et sur cette note, Patrick Mboya, je vous remercie beaucoup. Je crois vraiment que nos auditeurs auront apprécié vos analyses et surtout le partage que vous en faites avec à la fois les Congolais, les Rwandais, les Burundais et finalement toute l'audience qui suit la voie des Grands Lacs. Eh bien, très bientôt, nous ferons un nouveau appel à vous pour parler d'autres aspects qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup concernant la région des Grands Lacs. Et, bien sûr, comme d'habitude, je compte pour vous pour venir nous donner un peu de ce que vous ne donnez pas totalement à vos élèves, parce que vous êtes professeurs, et nous voulons profiter de vous et de vos expériences respectives. Merci beaucoup et donc à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et je termine juste en disant, surtout aux Congolais, nous sommes en pleine reconfiguration de l'ordre mondial et c'est le moment d'en profiter.
si le Congo ne tire pas son épingle du jeu, de la situation, du contexte mondial, du contexte international, le Congo, tel que nous le connaissons aujourd'hui dans sa configuration actuelle, ne sera plus qu'une lointaine histoire. Et je mets en garde vraiment mes frères congolais pour savoir que c'est le moment. Je rappelle simplement qu'après la seconde, il a fallu que nos aïeux ou nos ancêtres, nos grands-parents aillent combattre pendant la Seconde Guerre mondiale pour ramener un vent de liberté derrière. Et ce qui se passe aujourd'hui au plan international est en train d'éveiller des consciences. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de pays sont en train de changer carrément leur ligne politique, leur ligne diplomatique, leur doctrine militaire, parce que nous sommes en train de connaître un grand bouleversement. Si le Congo traîne, si le Congo veut encore aller par des mesurettes, eh bien, nous ne serons que les valets d'autres. Et je pense que sur ce point, nous avons beaucoup à faire. Et c'est là que moi aussi, je m'adresserai à mes compatriotes rwandais pour leur dire que les Congolais ne doivent pas être seuls devant cette tâche. Nous devons construire avec les Congolais, avec les patriotes rwandais et congolais, et burundais et autres, une nouvelle ère dans notre région. Et c'est par synergie qu'on doit le faire. On ne peut pas toujours parler des Congolais d'un côté, des Rwandais de l'autre. Paul Kagame ne représente pas le peuple rwandais. Paul Kagame, lorsqu'il attaque le Congo, lorsqu'il va piller les ressources du Congo, ce n'est pas pour la population rwandaise qu'il le fait. C'est pour lui et sa clique. Et donc, nous devons, je pense, si on veut arriver vraiment à une situation de paix durable, totale et globale dans notre région, nous devons agir ensemble, si possible. Et nous devons probablement participer à la reconstruction justement de cette synergie. Je lance un appel à Patrick Mbowe et aux autres patriotes, surtout la nouvelle génération de Congolais en Europe et au Congo, pour construire un nouvel ordre de paix dans notre région. Merci beaucoup, Patrick Mbowe. Si vous permettez, cher ambassadeur, je m'irai juste à ce titre, puisque vous l'avez dit, vous me lancez peut-être, vous me prêtez le flanc d'annoncer qu'il y aura une grande conférence des jeunes à Paris. Ça aura lieu le 25 juin 2022. Vous verrez sûrement des prospectus passer, même ici sur la Voie des Grands Lacs. Nous reviendrons pour communiquer là-dessus. C'est une grande conférence des jeunes congolais, mais aussi des jeunes de la région des Grands Lacs, pour présenter la nouvelle vision de la jeunesse congolaise, des jeunes qui travaillent, des jeunes qui réfléchissent sur l'avenir du Congo et sur l'avenir de la région des Grands Lacs. Et sachez que beaucoup d'entre eux, vous les verrez dans les prochaines années en action et changer beaucoup de choses dans cette région. Donc, j'annonce ça déjà, ce sera un grand meeting à Paris le 25 juin. L'adresse sera communiquée et l'heure aussi, afin que tout le monde puisse se retrouver, mais ce sera aussi en ligne, bien entendu. Merci, cher ambassadeur. Est-ce que vous permettrez aux vieux comme moi de s'infiltrer et de venir au moins suivre ce que vous direz à cette circonstance? Je me souviens d'une histoire qu'on nous a toujours racontée. Dans un village, les jeunes avaient décidé de tuer tous les vieux. Et un jour, il y a eu un boa qui a attrapé un enfant. Et personne ne savait comment faire, tuer le boa, tuer l'enfant, comment faire. Et l'un d'eux avait, hélas, par chance, gardé son père, caché son père. Et son père, qu'il est allé voir dans la forêt, leur a dit: amenez juste une poule près du boa, il lâchera l'enfant et il avalera la poule. Vous savez, vous serez peut-être une bonne conclusion et je serai avec vous le 25 juin à Paris. Merci, cher ambassadeur. Merci, Merci beaucoup et à très bientôt, Patrick Mbowe. À très bientôt. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?